Session ordinaire d'évaluation du Comité national de pilotage du PNDES ce vendredi. Bilan de mise en œuvre du plan 2019 et perspectives pour la période 2020 à 2021 au programme de cette session. On en parle dans ce journal. Réception de la deuxième composante de la centrale Sonabel de Kosodo, une acquisition qui viendra augmenter la capacité de production de 50 MW de la nationale de l'électricité. Le projet en cours de finition coûtera à terme 56 milliards de francs CFA. Et puis au Mali, un grand meeting pour le 100e jour de captivité de Smaïla Cissé. Les partisans du chef de file de l'opposition ont encore appelé à la libération de leur leader. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Après la région du Sud-Ouest, c'est au tour des Cascades d'accueillir du 2 au 5 juillet le Premier ministre Christophe Dabiré pour une visite de travail. Visite qui va concerner les chantiers du 11 décembre essentiellement. Le chef du gouvernement a échangé avec les forces vives de la région qui abritent les festivités du 11 décembre. Quelques usines de production dont la minoterie du Faso et la SN Sosuco ont reçu Christophe Dabiré selon qui ces usines sont des fleurons pour la région des Cascades. Je vous propose de l'écouter au micro de Maxime Jean-Eudes Bambara. Ces deux unités que nous venons de visiter sont des fleurons de la région des Cascades. C'est vrai, la minoterie du Faso, qui est une société d'État, connaît quelques difficultés et lors de la dernière session de l'Assemblée générale des sociétés d'État, nous avons fait le point. La minoterie du Faso fait partie des 3 entreprises qui sont déficitaires pour l'année 2019. Mais nous avons pris l'engagement de travailler à faire en sorte que cette unité de production de la farine puisse redémarrer dans de bonnes conditions. Vous avez pu voir les machines qui sont là-bas. Ce sont des machines performantes. Il y a des chaînes qui sont arrêtées pour l'instant. Mais l'outil de production est encore viable et il faut que le gouvernement puisse accompagner cette structure-là puisqu'elle puisse redémarrer et produire la farine pour le bénéfice de nos populations. En ce qui concerne la Sosico, vous venez de constater que l'unité marche convenablement. Il y a la production du sucre en morceaux, il y a la production du sucre en poudre. Et nous allons faire en sorte que les efforts qui sont développés aujourd'hui par le ministre en charge de l'industrie puissent se concrétiser dans le domaine de la reprise en main des stocks, de manière à ce qu'il n'y ait pas de stocks d'invendus au niveau de la société qui puissent compromettre son développement. Le Comité national de pilotage du plan national de développement économique et social réuni ce vendredi pour sa session ordinaire d'évaluation. Les membres ont pour objectif d'approuver le bilan de mise en œuvre de PNDES en 2019 et de dégager les perspectives pour 2020-2021. De façon générale, la mise en œuvre du PNDES en 2019 a permis d'atteindre un PIB de 5,7%. Des acquis importants sont enregistrés dans plusieurs secteurs d'activité. Les défis restent la question sécuritaire et la bonne gouvernance. Michael Tougré. Malgré le contexte sécuritaire difficile marqué par les attaques terroristes, le taux d'exécution du plan national de développement économique et social, PNDS, est satisfaisant en 2019, explique le ministre en charge de l'économie. Sur le plan macroéconomique, le Burkina Faso a pu maîtriser son déficit budgétaire pour un produit intérieur brut de 5,7%, troisième performance parmi les pays de l'espace UEMOA. Nous avons pu respecter ce déficit qui s'est situé autour de 3%, respectant la norme communautaire au niveau de l'UEMOA. Vous savez qu'en 2018, ce ratio était de 4,9%. Nous n'avons pas pu donc respecter en 2018. En 2019, nous avons, en dépit justement encore de ces difficultés, le taux de croissance du PIB a été acceptable et je peux dire bon, parce que nous sommes à 5,7% et comme je le disais, c'est lorsqu'on regarde l'ensemble des 8 pays de l'UEMOA, c'est la troisième plus forte croissance dans ces pays de l'UEMOA. Après le Bénin, 6,9 et la Côte d'Ivoire, 6,9. Donc c'est pour dire que lorsqu'on regarde les conditions,
de notre pays, on se rend compte que quand même l'économie est restée résiliente. Et le PNDS y est pour quelque chose. Ces résultats obtenus ont été possibles grâce aux réformes, un des axes du PNDS. Avec une économie résiliente, le Burkina Faso poursuit ses efforts de réforme pour plus d'investissements et de réalisations conformes aux engagements du Plan national de développement économique et social. Les défis à relever selon le rapport d'évaluation des performances de la mise en œuvre du PNDS restent la question de la bonne gouvernance et la consolidation de la démocratie au Burkina Faso. Le rapport a montré qu'il y a toujours des insuffisances à faire et des efforts à mettre dans le cadre justement de l'amélioration de la bonne gouvernance sur un certain nombre de segments. Vous savez que notre pays a connu et traverse, bien sûr, nous sommes dans un apprentissage de démocratie, mais c'est bon que nous puissions mettre l'accent sur la bonne gouvernance de l'ensemble des ressources publiques. Le rapport aussi a relevé que malgré les progrès qu'on a constatés en termes de liberté de la presse, en termes de consolidation de la démocratie, nous devons poursuivre les efforts pour pouvoir donc faire en sorte que ces éléments-là, cette partie liée à la consolidation de la démocratie soit une réalité dans notre pays. Au bout des 5 ans de mise en œuvre du PNDS, l'ambition globale serait de transformer de façon structurelle l'économie burkinabé pour une croissance forte, durable et résiliente. C'est un plan national de développement économique et social, PNDS, bâti sur 3 axes, la réforme des institutions, développer le capital humain et dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois. Réception ce jeudi 2 juillet au péage de Tanguindasouri sur la route nationale numéro 1 de la dernière composante de la centrale solaire de Kosodo. Ce sont 3 machines qui ont été officiellement remis au premier responsable de la nationale de l'électricité. Avec cette acquisition, la Sonabel compte augmenter sa capacité de production de 50 MW. Le coût total de ce projet en cours de finition est de 56 milliards de francs CFA. Sanata Serré. Ces machines représentent les plus grandes pièces du groupe électrogène de la centrale de la Sonabel à Kosodo. Elles vont permettre de finaliser le projet d'augmentation de la capacité de l'énergie à 50 MW. D'un coût global de 56 milliards de francs CFA, cette centrale vise à accroître l'offre énergétique de Burkina Faso afin de faciliter l'accès à l'énergie pour chaque Burkinabé. Recevoir ces machines-là aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup de sentiments de fierté pour l'équipe qui a travaillé d'abord à mobiliser les fonds pour que nous puissions avoir ces machines, mais aussi ceux qui ont exécuté le travail, parce que de mémoire, c'est l'un des projets les plus rapides que nous avons pu réaliser au niveau du Burkina, et notamment aussi la taille des machines. Ce sont les plus grosses machines que nous avons aussi, et je pense que ça montre que ce soit au niveau de la Sonabel, que ce soit au niveau de nos partenaires dans le secteur privé, il y a une nette amélioration, en tout cas dans les mécanismes et dans l'accompagnement pour la production d'électricité. 8 groupes électrogènes sont déjà mis en place et ces moteurs diesel viennent à renforcer la capacité de production de la centrale de Kosodo qui est pour l'instant de 56 MW, selon le directeur général de la Sonabel. Donc après l'installation de ces groupes, nous allons passer à 106 MW au niveau de Kosodo, ce qui en fera donc la plus grande centrale de Burkina, parce que jusqu'à présent la plus grande centrale était Komsilga qui avait 90 MW. Donc on est vraiment heureux de voir ces machines ici, et ce qui marque le début vraiment de l'installation des groupes. Tout est fin prêt. Il restait ces machines qui constituent véritablement les dernières parties à arriver. Sinon, sur place, on a déjà des alternateurs, on a déjà des turbos, on a déjà pratiquement tous les auxiliaires qui ont été livrés. Ces machines sont importées de l'Allemagne et leur acheminement jusqu'au Burkina Faso n'a pas été tâche facile selon l'entrepreneur. Donc les difficultés, ça a quitté l'Allemagne, c'est arrivé à Takoradi. De Takoradi pour arriver ici à Ouagadougou, il faut passer par Gawa pour arriver ici. Donc les engins qui ont transporté, ils ont perdu 80 pneus en venant ici. Il faut compter de Takoradi ici
Ils ont fait au total 16 jours, plus de 2 semaines. Le chantier de la centrale Sonabel de Kosodo a débuté en novembre 2018 avec une mise en service prévue pour novembre 2020. Toutefois, les travaux connaissent un retard en raison de la pandémie du Covid-19. La nouvelle date de mise en service est donc en cours d'évaluation selon le directeur général de la Sonabel. Dans le même ordre, le gouvernement burkinabé, avec l'appui de ses partenaires, a mis en place le cluster solaire. C'est un projet qui va permettre aux entreprises locales intervenant dans le domaine de l'énergie solaire de fédérer leurs efforts afin de développer le secteur par les moyens locaux. Le lancement du projet a eu lieu à Ouagadougou ce vendredi 3 juillet. Abdoulrahim Niné. Ces dernières années, le Burkina Faso s'est engagé dans la promotion de l'énergie renouvelable. Pour ce faire, un investissement important est accordé à ce domaine qui est pourtant porté par des entreprises étrangères. Ce nouveau projet dénommé Cluster solaire va permettre d'inverser la tendance en développant la compétence des entreprises locales, toute chose qui permettra de capitaliser les investissements dans le secteur de l'énergie renouvelable. Les panneaux sont payés en Chine ou en Inde. Et on met ça dans des conteneurs et on va directement sur le champ pour pouvoir installer. Il faut savoir que ça ne permet pas de développer un pays, ça ne permet pas de créer de l'emploi et ça ne permet pas d'aider l'économie locale. Voilà pourquoi nous avons mis en place ce cluster pour que nous puissions développer des initiatives sur le plan local, pour que nous puissions capitaliser avec les entreprises locales et faire de telle sorte que nous puissions avoir une industrie viable sur le plan local. Cluster solaire est une opportunité qui s'offre aux entrepreneurs de s'affirmer dans la production de l'énergie de qualité et le ministre de l'Énergie de se montrer très rigoureux quant à la qualité du produit qui sera proposé aux consommateurs. Peut-être que nous n'allons pas nous faire beaucoup d'amis, mais je pense que le secteur de l'énergie mérite que nous puissions nous mettre au sérieux dans cette affaire, que nous puissions trouver les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Mais nous n'allons pas permettre à des vendeurs de cacahuètes et des gens qui n'ont pas une grande connaissance du secteur d'aller se faire griger eux-mêmes d'abord en Chine et en Inde et je ne sais où et revenir encore polluer le secteur de l'énergie au niveau du Burkina Faso. Je le dis et je le répète, en tout cas, nous allons faire de notre mieux pour permettre à ceux qui n'ont pas leur place, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Le secteur de l'énergie, c'est un secteur technique. Selon le ministre de l'Énergie, une société d'assemblage des plaques solaires a déjà vu le jour au Burkina Faso. Il encourage à cet effet les acteurs à aller au-delà afin de faire du Burkina Faso une référence mondiale en matière d'énergie solaire. Notons que Cluster solaire est mis en place par l'État burkinabé en collaboration avec le Fonds vert climat et la Banque ouest-africaine pour le développement BOAD. Il sera sous la coupe de l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique ANERE. Environ 50 jeunes ont pris part à une formation de 48 heures sur l'entrepreneuriat au Burkina Faso les 1er et 2 juillet 2020. La dite formation a été initiée par la coordination communale thématique jeunesse et emploi en collaboration avec la commune de Ouagadougou. Au cours de ces 2 jours de formation, les jeunes ont appris le montage d'un plan d'affaires, des projets entre autres. La clôture a eu lieu hier jeudi en présence de Serge Padot. Ils sont une cinquantaine, ces jeunes issus des 12 arrondissements de Ouagadougou à l'école de l'entrepreneuriat burkinabé. L'initiative est de la coordination communale thématique jeunesse et emploi en collaboration avec la commune de Ouagadougou. Une telle formation, son importance se situe à plusieurs niveaux. Premièrement, vous voyez que de nos jours, l'emploi salarié, notamment de la fonction publique, n'arrive pas à absorber tous les demandeurs d'emploi. Alors, c'est une formation qui va permettre à certains jeunes de se réorienter vers l'entrepreneuriat et pouvoir s'insérer professionnellement. Et une autre importance, c'est dû au fait que le monde actuel est dominé par les connaissances. On dit que pour pouvoir posséder le monde, il faut avoir les connaissances. Voilà, pour pouvoir s'investir dans l'entrepreneuriat, il faut avoir des connaissances. On ne s'y jette pas comme ça, sinon on risque d'échouer. Voilà, donc nous pensons qu'à travers cette formation, les jeunes peuvent acquérir suffisamment de connaissances pour pouvoir s'y jeter.
Cette session de formation a servi de cadre aux participants d'apprendre davantage sur l'entrepreneuriat, le montage des plans d'affaires, des projets et la gestion de microfinance. Pour Rasmata Diallo, cette formation intervient à bon escient. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Ils m'ont appris comment entreprendre et je compte mettre ça en valeur. Et je compte relever le défi aussi pour ne pas décevoir. De façon concrète, ce que j'ai appris comment faire le marketing. Parce que je pense que avant, ce qui m'a fait échouer, peut-être que je n'ai pas su faire mon marketing. Donc c'est vraiment l'aspect important pour moi. Maintenant, je vais vraiment m'armer de courage et puis avancer. Pour mieux réussir leur projet, ces jeunes peuvent compter sur le patron de l'entreprise EcoData. Celui-ci a pris l'engagement d'accompagner ses futurs entrepreneurs dans le montage de leurs plans d'affaires. Et on en vient au point de la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Le pays enregistre 7 nouveaux cas confirmés. De nouvelles guérisons, ce qui porte à 854 le nombre de personnes guéries. On note 0 décès, 53 morts depuis le début de l'épidémie. Restent encore sous traitement 80 personnes. On parle encore santé. Dans la suite de cette édition, l'association Participe Futur a organisé une activité de don de sang. Cette activité s'est déroulée au sein de l'université Aube Nouvelle à Ouagadougou ce vendredi. Plusieurs jeunes membres de cette association et étudiants se sont mobilisés pour participer à cette activité de citoyenneté. Mamidriana Kamambou. Ils sont étudiants de l'université Aube Nouvelle, acteurs du monde associatif. Sur initiative de l'association Participe Futur, ils ont répondu à l'appel du Centre national de transfusion sanguine. On pense que donner son sang, c'est vraiment important pour la société parce que beaucoup de gens vivent des situations qu'on imagine loin de nous, telles que des accidents ou le paludisme, et ont besoin de ce tort rouge-là qu'on appelle au Burkina. Donc je pense que c'est très important de faire ce don, car ça peut être nous tous demain. Donc c'est pour ça que je donne mon sang. J'espère sauver des vies comme je le fais chaque année. Oui, ça fait la 5e fois. Comme on le dit souvent, donner son sang, c'est sauver une vie. Donc bon, comme nous sommes bien portants, il n'y a rien de mieux que de donner son sang pour pouvoir sauver une vie. Créée il y a de cela 2 mois, l'association Participe Futur est à sa première activité. Et pour les initiateurs, ce geste va contribuer à soulager le Centre national de transfusion sanguine qui a de difficultés à satisfaire la demande. Les gens sont très motivés, très dynamiques. Nous-mêmes, on est très étonnés de l'organisation. Voilà. Déjà, les membres de Participe Futur sont très structurés. Et en plus de ça, il y a une mobilisation des étudiants. Et ce n'est pas seulement les étudiants, toute la jeunesse. On voit un peu, il y a des commerçants, il y a beaucoup de personnes qui ont fait le déplacement. Et on voit un peu quand même le sens du patriotisme, le sens de la citoyenneté, voilà, le sens d'aider son prochain et d'aider soi-même au niveau des jeunes burkinabés. Et ça nous touche vraiment, ça nous fait très plaisir. L'association a au cours de cette activité invité la population à donner son sang afin de satisfaire la demande, surtout en cette période de paludisme, marquée également par la crise sanitaire liée au Covid-19. Avec donc cette opération qui s'est étalée sur 48 heures, ce sont environ 100 poches de sang ont été collectées. Les bars climatisés et autres nightclubs ont rouvert ce 1er juillet après plusieurs semaines d'inactivité. C'était une décision du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Une réouverture conditionnée tout de même par le respect des mesures barrières édictées par le ministère de la Santé. Une équipe de Twi TV a fait un constat dans la nuit d'hier dans quelques bars climatisés et autres nightclubs. Serge Bado. 23h30, nous sommes à Ouaga VIP. Pour avoir accès aux bars climatisés, les clients doivent se plier aux conditions d'accès. Lavage des mains, prise de température. Ici, un médecin est commis d'office. Tout cas suspect est immédiatement pris en charge. Quand le patient prend sa température et que c'est supérieur, quand le patient est fébrile, c'est-à-dire une température élevée à la normale, on essaie de poser certaines questions au patient pour voir si le patient n'a pas séjourné dans une zone à risque ou n'a pas été en contact avec un sujet venant de l'extérieur en réalité, un cas. Une fois que ce n'est pas le cas, on essaie de causer avec le patient pour lui faire comprendre en réalité, vu que ta température est élevée, il serait préférable que tu essaies de voir
qu'est-ce qui ne va pas, puisque le patient présente en réalité un signe qui tend vers les symptômes du Covid-19. Selon le manager du bar, toutes les dispositions sont prises pour éviter les transmissions communautaires dans le bar. Fait venir les lave-mains, on a du gel hydroalcoolique et on a un infirmier qui prend la température des clients qui rentrent. Voilà, donc on a pris toutes les mesures pour éviter la pandémie du coronavirus à Waravia ici. Autre lieu, même réalité. Au venu ce bar, les hôtesses ont changé leur méthode d'approche. Ce que nous prenons pour servir les clients, on ne s'approche plus des clients comme ça. On a une distance pour servir, on met des cache-nez pour les servir. Voilà. Donc, ça ne sert plus coller à eux aussi. En rappel, le port du cache-nez, l'utilisation des gels hydroalcooliques, le respect de la distance d'1 mètre sont obligatoires dans les boîtes et bars climatisés. Notons que c'est le 1er juillet que le gouvernement a autorisé la réouverture des bars et boîtes de nuit. Ailleurs sur le continent, les partisans de Smaïla Cissé ont tenu un meeting ce jeudi 2 juillet pour les 100 jours de captivité du chef de file de l'opposition malienne. Objectif, mettre la pression aux autorités pour la libération du président du parti URD. Le reportage de notre correspondant permanent à Bamako, Bouraïma Soulo. Ils étaient tous là, la famille politique et biologique, les amis, les militants du parti et les sympathisants. Objectif, demander la libération du chef de file de l'opposition malienne. Amadou Sankaré est un sympathisant de Soumaïla Cissé. Pour lui, le chef de file de l'opposition est une victime politique. Tout laisse à dire qu'il est victime d'une séquestration. Il n'y a rien de djihadisme dans cette affaire. Parce que nous connaissons le comportement de ces mouvements dits armés qui de tout le temps ont revendiqué leurs actions. Pour ses camarades de parti, Soumaïla Cissé a un rôle à jouer dans la crise actuelle du pays. Continuons à prier pour que l'honorable Soumaïla Cissé soit très rapidement libéré afin qu'il regagne sa famille, afin qu'il regagne le Mali. Surtout que nous traversons l'un des moments les plus difficiles de l'histoire politique de notre pays. Il a un rôle à jouer aujourd'hui et nous osons espérer que ces ravisseurs vont nous entendre aujourd'hui. L'émotion était grande quand Mme Assata Cissé Traoré a pris la parole pour révéler à l'assistance le dernier mot de son mari le soir de son rapt. Depuis le 25 mars 2020 que Soumaïla est parti, il m'a dit « Astan, prépare le dîner, je viens manger avec toi le soir ». Et mon dîner est resté, Soumaïla n'est pas venu manger. Donc depuis ce soir, je l'ai attendu à Niafunké. J'ai attendu 3 semaines en espérant toujours qu'au bout de 3 semaines, il allait venir. Parce qu'en partant, il me dit « Tu m'accompagnes, on revient ensemble ». Et malheureusement, c'est la première fois que je vais en campagne avec lui et je reviens toute seule. Aujourd'hui, les partisans de Soumaïla Cissé appellent les autorités à amplifier leurs efforts pour la libération sans délai de leur leader. Nous avions fait 3 cibles. La première cible, comme je l'ai dit, c'est les autorités du Mali. Pour leur dire, nous apprécions les efforts que vous déployez pour ramener l'honorable Soumaïla Cissé, mais nous vous exhortons à amplifier davantage ces efforts pour qu'il puisse nous revenir sains et saufs. 100 jours sont passés depuis son enlèvement, mais jusqu'à présent, aucune revendication. Ses proches n'ont aucune information sur qui le détient et dans quelles conditions, ce qui en rajoute à leurs inquiétudes. Le Premier ministre ivoirien de retour en Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly, avait été évacué en mai dernier en France pour des soins liés à un problème cardiaque. Celui qui a été désigné par Alassane Ouattara comme son successeur doit maintenant dissiper les doutes sur son état de santé. Amadou Gon Coulibaly est rentré jeudi en Côte d'Ivoire après 2 mois d'hospitalisation à Paris pour des problèmes cardiaques. Le Premier ministre ivoirien et candidat du parti au pouvoir a tenu un discours dès son arrivée à l'aéroport dans lequel il affirme être prêt à reprendre ses fonctions aux côtés du président Alassane Ouattara. Et je suis de retour pour prendre ma place aux côtés du président pour continuer l'œuvre de développement et de construction de notre pays, la Côte d'Ivoire.
Celui qui a été désigné comme le successeur d'Alassane Ouattara n'a pas dit un mot sur la présidentielle du 31 octobre, mais à en juger les propos des membres du gouvernement, le cap semble être maintenu. Au sein du parti qui a été constitué pour l'accompagner, c'est véritablement une famille qui se remet en marche définitivement pour gagner cette élection de 2020 en octobre. Au sein du principal parti de l'opposition, par contre, la question ne se pose plus. Le PDCI a choisi Henri Konan Bédié comme son prochain candidat. 4 leaders de la contestation libérés en Algérie, un mouvement qui a provoqué la chute en avril dernier du président Abdelaziz Bouteflika. Ils étaient notamment poursuivis pour atteinte à l'intégrité du territoire national. La justice algérienne a décidé ce jeudi de relâcher 4 militants, parmi lesquels Karim Tabou, figure emblématique du mouvement populaire anti-régime du Irak. Un geste qui pourrait annoncer d'autres libérations d'opposants à la veille de l'anniversaire de l'indépendance. Karim Tabou, Amira Bouraoui, Samir Ben Larbi et Slimane Amitouche ont bénéficié d'une remise en liberté provisoire. Notre bonheur n'est pas complet. J'ai laissé des frères en prison. J'ai laissé derrière moi mon frère Khaled Drareni, Rachid Nekaz, Soyeb et tellement d'autres. Une bonne nouvelle saluée par les ONG des droits de l'homme qui appellent à la libération de tous les autres prisonniers d'opinion. La décision de libérer certains prisonniers d'opinion, qu'ils soient politiques ou judiciaires, ce n'est pas une grâce du pouvoir, c'est leur droit d'être libre. Peut-être le pouvoir veut-il corriger les erreurs qu'il a commises à l'égard des libertés de tous. Mais si le pouvoir a une réelle volonté politique, il devrait mettre fin à toutes ces arrestations politiques. Le journaliste Khaled Drareni, en détention depuis son arrestation le 7 mars, reste quant à lui en prison. Selon le Comité national pour la libération des détenus, une association de soutien, près de 70 prisonniers d'opinion sont actuellement derrière les barreaux, la plupart pour des publications sur Facebook. Et voilà qui met fin à cette édition, un journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Assami Tiamtore vous retrouve dans quelques instants pour le magazine des sports. Bonsoir.